Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Voix de l'Histoire, un rendez-vous mensuel qui vous est proposé sur Euradio par le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique de l'Université de Nantes. Aujourd'hui, notre émission est consacrée aux massacres et violences extrêmes en temps de guerre sous l'Antiquité. Pour ce numéro, je suis en compagnie d'Isabelle Pimouguet-Pédarros. Bonjour. Bonjour Bernard Michon. Isabelle Pimouguet-Pédarros, vous êtes professeure d'histoire et d'archéologie ancienne à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Vous êtes spécialiste de la guerre dans le monde grec et vos recherches portent notamment sur la guerre de siège à l'époque hellénistique et les fortifications en Asie mineure. Parmi vos publications, je signale aux auditeurs, Archéologie de la défense, Histoire des fortifications de Carie en Asie mineure, publié aux presses universitaires de Franche-Comté, et La cité à l'épreuve des rois, le siège de Rhodes par Démétrios Poliorcète, 305-304 avant Jésus-Christ, édité par les presses universitaires de Rennes. Et puis, vous venez de diriger avec Nathalie Barandon, une ancienne collègue de l'Université de Nantes, désormais professeure d'histoire ancienne à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Vous venez de diriger avec elle le numéro 68 de la revue Enquête et Documents aux presses universitaires de Rennes, avec ce titre qui fait écho à celui de notre émission d'aujourd'hui, La transgression en temps de guerre de l'Antiquité à nos jours. Ce numéro d'Enquête et Documents trouve son origine dans une série d'ateliers préparatoires à un programme que vous avez soumis à l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, et qui a remporté l'appel d'offres. Ce projet a pour titre Parabaino, massacres, violences extrêmes et transgressions en temps de guerre, Antiquité grecque et romaine. Isabelle Pimouguet-Pédarros, pour débuter cette émission, pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de ce projet, en commençant peut-être par nous expliquer ce terme de parabaino? Alors le terme de parabaino signifie en grec ancien passer à travers, marcher contre, d'où transgresser. Alors ce terme de transgresser, comment le définiriez-vous? Alors je pense qu'on peut définir la transgression comme une infraction, un écart à la règle. Mais dans son acception la plus restreinte, c'est la violation d'une norme fondamentale. Une norme fondamentale qui est susceptible de mettre à mal les principes qui ordonnent et font société. C'est donc le franchissement d'un seuil à partir duquel le système de valeurs, établi par une collectivité humaine, est remis en question ou susceptible de l'être. Donc la transgression n'est pas un fait en soi, c'est une qualification. Et donc, la transgression n'a d'existence que relativement aux normes produites par le groupe. Alors, je pense que c'est aussi une définition qui rejoint la définition que l'on donne à la notion d'intolérable. Une notion qui est apparue dans les années 2000 dans le champ des sciences humaines et sociales. Et je pense notamment à l'ouvrage de Didier Fassin et Patrice Bourdelet, Les constructions de l'intolérable, études d'anthropologie et d'histoire sur les frontières de l'espace moral. Alors, pourquoi cet intérêt, Isabelle Pimouguet-Pédarros, pour les violences de masse? Alors, je dois dire que ce sont des questions qui m'intéressent particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'elles touchent à l'histoire de l'essentiel, pour reprendre l'expression d'Alain Corbin. C'est-à-dire qu'elles ont à voir avec les structures profondes de l'humanité. Elles ont un caractère universel et récurrent, favorisant de fait la recherche pluridisciplinaire et transpériode. Et convoquer l'Antiquité permet toutefois, je dirais, d'avoir un certain recul, de mettre à distance l'événement. Mais il n'en reste pas moins que travailler sur les massacres et les violences extrêmes nous engage en tant qu'historiens. Et bien plus, je pense que les processus de réitération observés tout au long de l'histoire nous imposent de revenir aux origines. Et ce faisant de comprendre comment et pourquoi, dans les temps anciens, les individus et les sociétés transgressaient les normes fondamentales. Ainsi, si l'objectif du programme Parabaino est de documenter l'Antiquité, il est aussi de participer à la réflexion d'ensemble qui a commencé à être menée sur les génocides et les violences de masse, toutes périodes et aires géographiques confondues. Alors, en quoi Parabaino, vous avez commencé un peu à nous l'expliquer, est-il un projet innovant? Alors, d'abord, il faut noter que c'est à la suite de la guerre en ex-Yougoslavie, puis du génocide des Tutsis au Rwanda, donc dans les années 90, que l'histoire ancienne a commencé à investir le champ de la violence extrême, dans une approche comparée
puis pluridisciplinaire. Cependant, une étude systématique des massacres et des guerres d'anéantissement n'avait encore jamais été entreprise. Pourtant, l'Antiquité est bien présente, par exemple dans les notices des Genocide Studies, qui n'ont pas manqué de souligner son importance pour une étude d'ensemble du phénomène. Alors, nous, ce sont les civilisations grecques et romaines que nous avons choisi de questionner. Alors, pour quelles raisons ? Bien d'abord parce qu'elles sont très bien documentées, ensuite parce qu'elles ont connu de manière récurrente les massacres et les violences extrêmes, et enfin et surtout parce qu'elles les ont pensées et représentées. Donc, elles fournissent une multitude de figures et de situations qui invitent à réfléchir d'une part sur les questions d'identité et d'altérité, et d'autre part sur les processus de déshumanisation, ainsi que sur les crises qui en résultent. Donc, ces civilisations offrent en quelque sorte des modèles qui permettent de questionner les conceptualisations et interprétations contemporaines des violences de masse, mais aussi de s'interroger sur les modalités de leur narration, de leur inscription dans l'histoire, aussi de leur mémorialisation ou encore de leur commémoration. Et de plus, leur étude par le prisme de la transgression, telle que je l'ai définie précédemment, peut permettre de contourner l'écueil inhérent à toute catégorisation juridique et d'écarter ainsi toute forme de hiérarchisation. Toutefois, bien sûr, des questions d'ordre terminologique se posent. Par exemple, le terme de génocide est-il pertinent pour l'Antiquité, dans la mesure où il s'agit d'une qualification juridique remontant à 1944. De même que recouvrent précisément les termes de massacre, de violence de masse ou encore de violence extrême. C'est là un des enjeux de notre recherche. Alors, sans déflorer le projet, Oui. puisqu'il en est à ses débuts et que vous allez le poursuivre à travers un certain nombre d'ateliers, un certain nombre de manifestations scientifiques et de publications, mais précisément sur le terme de génocide, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un terme qui a été utilisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Est-il pertinent de l'utiliser pour évoquer les périodes anciennes ? Alors en effet, ce terme a été créé par Raphaël Lemkin, donc en 1944, à propos de l'extermination donc des Juifs d'Europe. Et ce terme a permis de définir donc un ensemble d'actes commis en temps de guerre ou de paix relevant du crime du droit des gens. Et ces actes ont ainsi pu faire l'objet d'une répression, d'une condamnation, car inscrits dans le droit international sous le vocable de crime de génocide. Ensuite, ce terme a été repris pour désigner des actes donc soit antérieurs à 1944, soit postérieurs. Donc des actes relevant d'une volonté exterminatrice ou étant identifiés comme tels. Alors par exemple, Hans van Hees, historien de l'Antiquité grecque, considère que l'histoire des Grecs commence avec un génocide, celui des Troyens. Le terme de génocide étant ici utilisé pour désigner le massacre des hommes, l'asservissement des femmes et des enfants. Alors pour beaucoup d'historiens, toutes périodes confondues, le terme de génocide est peut-être réducteur. Alors réducteur en quoi, Isabelle Pimguy-Pellaros ? Bien en quoi ? Parce qu'il s'agit d'une qualification juridique, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ne permettant donc pas d'embrasser toute la diversité des situations en fait.
Euradio, les voix de l'histoire. Toujours en compagnie de l'historienne Isabelle Pimogué-Pédaros pour une émission consacrée aux massacres et violences extrêmes en temps de guerre sous l'Antiquité. Nous venons d'entendre un extrait de Gnossienne numéro 1 pour piano d'Éric Satie, interprété par Éric Legault. Alors c'est vous, Isabelle Pimogué-Pédaros, qui avez choisi cet extrait musical. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors, outre le fait que j'apprécie beaucoup l'œuvre d'Éric Satie, j'ai choisi cette musique car elle est marquée au plan musical par des dissonances, comme vous avez pu le remarquer, ce qui fait écho à la transgression. Ensuite, son titre est énigmatique. Faut-il y voir une référence au mot grec gnosis, qui signifie la connaissance, l'enquête, ou une allusion au taureau gnossien de Knossos, le Minotaure, qui interroge l'ambivalence de l'homme, révèle sa face la plus monstrueuse. Je n'ai pas de réponse en fait à cette question, à ces questions. Je vais maintenant lire un extrait de texte que vous avez également choisi, Isabelle Pimogué-Pédaros. Le texte que je vais vous lire est extrait de Diodore de Sicile et Diodore nous relate le massacre des Syracusains par Agathocle, tyran de Syracuse. Nous sommes en 317 avant Jésus-Christ et je précise que le texte a été traduit par Philippe Romacle. Toutes les portes de la ville furent fermées et plus de 4000 personnes moururent en ce jour, auxquelles on avait seulement reproché une condition supérieure à celle des autres. Parmi ceux qui prirent la fuite, les uns se ruèrent vers les portes et furent faits prisonniers. D'autres se laissèrent tomber des murs et se sauvèrent dans les cités voisines. Certains enfin, qui par peur avaient sauté sans précaution, se fracassèrent le crâne. Après avoir passé la journée à massacrer leurs concitoyens, les partisans d'Agathocle n'épargnèrent pas non plus aux femmes violences et infamies. Bien au contraire, ils pensaient qu'outrager leur famille était un bon châtiment à infliger à ceux qui avaient échappé à la mort. Selon toute vraisemblance, en effet, des époux et des pères souffriraient pis que la mort à l'idée de violences faites aux femmes et du déshonneur des jeunes filles. Nous devons supprimer ici les effets tragiques habituels des historiens, avant tout par pitié pour les victimes et aussi parce qu'aucun lecteur ne souhaite entendre détailler ce qu'il imagine sans peine. Si ces hommes avaient osé, en plein jour, dans les rues et sur l'agora, égorger de parfaits innocents, il n'est pas besoin d'indiquer ce qu'ils firent, livrés à eux-mêmes, la nuit, dans les maisons, ni comment ils se comportèrent vis-à-vis des jeunes filles sans père et des femmes sans défenseur, tombées sous le pouvoir discrétionnaire de leurs pires ennemis. Alors, Isabelle Pimogué-Pédaros, pouvez-vous nous commenter cet extrait ? Bon, donc il s'agit d'un texte de Diodore de Sicile, un auteur du 1er siècle avant Jésus-Christ. Or, les faits qu'il relate remontent à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, à 317 plus précisément. Se pose donc ici, comme dans la plupart d'ailleurs de nos témoignages littéraires, le problème du temps de l'événement et de sa mise en récit, ce que Paul Ricoeur qualifiait de mise en intrigue. D'où la nécessité de déconstruire le récit de manière à faire la part entre ce qui est relaté et ce qui est advenu. Alors il est question d'un massacre, un massacre perpétré par le tyran de Syracuse, Agathocle, contre des citoyens et plus précisément des oligarques hostiles à son pouvoir. Et au massacre, en fait, de la plupart d'entre eux, s'ajoutent les viols commis sur leurs femmes. Alors, je dois dire aussi qu'il n'existe pas de terme en grec renvoyant à la catégorie contemporaine du viol, à savoir un acte sexuel contraint. Les termes d'hubris, qui veut dire des mesures, outrance, et de katais kuno, déshonoré, qui sont d'ailleurs présents dans ce texte, sont ceux qui sont les plus souvent employés pour désigner un viol. Mais ils ont un champ sémantique très large, de sorte que seul le contexte permet de déterminer s'il s'agit d'une agression de nature sexuelle. Quoi qu'il en soit, les viols, ici, dans ce texte, sont clairement dénoncés et énoncés, sans aucune volonté d'euphémisation, bien au contraire. Pour autant, la pudeur, la décence invitent Diodore et sa source est Timée de Tauroménion, contemporain d'ailleurs d'Agathocle, à ne pas les détailler, ces viols. Ce que l'on cherche en fait à mettre en évidence, ce n'est pas l'acte en lui-même,
mais ses conséquences. Ces conséquences susceptibles de bouleverser l'ordre social. D'où l'emploi du terme paranomos pour qualifier ces agressions commises à l'encontre des femmes. Et le terme de paranomos renvoie directement à la transgression. Et en effet, ces viols marquent le franchissement d'une limite, d'une frontière morale. Parce qu'ils ont ciblé des épouses et des filles de citoyens, ils sont susceptibles de mettre à l'épreuve les fondements de la communauté tout entière. De plus, ce qui ressort aussi de ce texte, c'est moins la dimension sexuelle du viol, qui n'est en définitive que sous-jacente, que l'appartenance de ces femmes à d'autres hommes. Les agresseurs prenant ici, de manière ostensible, la place des membres masculins de la famille. Or, cet acte d'appropriation revenait à déshonorer les citoyens, à souligner leur incapacité à protéger les femmes. De la même façon que pénétrer sur leur territoire, saccager leurs terres, était perçu comme une humiliation contribuant à les démoraliser, à les vaincre psychologiquement. Et donc, l'intention des partisans d'Agathocle est bien précisée dans ce texte. Ils ont utilisé, en fait, le viol comme arme de guerre, destinée à outrager durablement les hommes ayant échappé au massacre. Et donc, à travers le corps des femmes, s'exprime la domination d'un groupe d'hommes sur un autre. Donc, vous voyez que c'est bien l'atteinte portée à la lignée masculine, finalement, que le viol interroge, non les souffrances psychiques et physiques de la femme en tant que telle. Et à ce propos, je peux renvoyer à Véronique Naum-Grape. Véronique Naum-Grape a montré à propos des viols systématiques perpétrés en ex-Yougoslavie qu'il s'agissait de crimes contre le lien de filiation, en ce que les belligérants partageaient une même idéologie, celle qui consiste à considérer l'homme comme le principal agent de la transmission, celui qui, par la reproduction, en fait, transmet une identité communautaire. La femme, elle, n'étant qu'un réceptacle. Or, les Grecs anciens avaient une même conception de la filiation, de sorte que le viol ne pouvait être perçu autrement que comme une éradication de la communauté, sinon un coup d'arrêt porté à son renouvellement. Et je pense d'ailleurs que cela est à mettre en relation aussi avec la culture de la virilité, et plus précisément avec le lien que la guerre entretient avec la masculinité, lien particulièrement fort dans le monde grec antique, à tel point que dans le monde grec antique, blesser l'adversaire pouvait être assimilé à un rapport de domination de nature sexuelle. Je vais vous donner un exemple. Sur une balle de fronde trouvée à Chypre, lancée à la fin du IVe siècle par un soldat de Ptolémée, on peut lire sur la balle de fronde « tombe enceinte avec cela ». Et la balle de fronde est ici associée au sexe du guerrier, pénétrant le corps de l'ennemi, et renvoie par là même à ce même sexe susceptible donc de pénétrer celui de la femme. Et donc cela signifie que la mort des hommes au combat ou leur massacre à l'issue d'un siège avait pour pendant le viol des femmes. Sinon, dans la réalité, tout au moins dans le système de représentation. Alors, le viol des femmes que vous venez d'évoquer, Isabelle Pimoguet-Pédaros, était-il un phénomène récurrent sous l'Antiquité et peut-on faire un parallèle, comme vous l'avez un peu fait avec l'ex-Yougoslavie, avec l'époque contemporaine ? Alors, tout d'abord, je dirais que le texte que j'ai choisi, là, de Diodore, n'est pas isolé. Nous avons d'autres témoignages de ce type, de la période archaïque jusqu'à la fin de la période hellénistique. Et d'ailleurs, l'un des premiers témoignages dont on dispose remonte à l'Iliade, où Nestor, l'un des chefs des Achéens, dit à ses hommes, je le cite, que personne ne se presse de retourner dans ses foyers avant de s'être endormi auprès de l'épouse d'un Troyen. Ce qui veut dire, plus crûment, sans avoir violé les femmes de l'ennemi. Alors je dois toutefois préciser que dans les très nombreux récits de guerre dont on dispose, ce sont les hommes au combat que l'on met en avant, non les viols commis par ces derniers. Mais pour autant, il n'y a pas eu de la part des Grecs une volonté d'occultation de ces viols. Les mises en récit et les mises en image qui nous sont parvenues montrent qu'ils ont pensé la question, qu'ils l'ont considérée à l'aune de leur système de valeurs.
la menace existait. Et cette menace était tout aussi prégnante, sinon plus d'ailleurs, que le massacre ou l'asservissement. De sorte que l'approche ennemie ne manquait pas d'exacerber les peurs collectives, à tel point que des femmes préféraient se suicider plutôt que d'être soumises à l'arbitraire du vainqueur. Et nous avons d'ailleurs plusieurs textes qui en témoignent. Alors aussi, ce que l'on peut dire, c'est que les violences sexuelles et sexuées dans le monde grec ne doivent pas être comprises comme un à côté de la guerre. Elles ont au contraire occupé une place centrale dans les conflits armés, et notamment dans le cadre de guerres de domination, de conquête, comme celle d'Alexandre par exemple. Et c'est là qu'on peut rejoindre la période contemporaine. Et notamment les conclusions de plusieurs travaux portant sur la période contemporaine, et je pense notamment à ceux de Stéphane Audouin-Rousseau sur les viols en France pendant la Grande Guerre, ou encore à ceux dirigés par Raphaël Branche et Fabrice Virgili sur les viols dans différentes zones de conflit à travers le monde. Il ressort de ces travaux que les violences sexuelles sont beaucoup plus nombreuses dans les phases d'invasion que d'occupation. La pénétration en territoire ennemi s'accompagnant d'un sentiment de supériorité et de domination favorable au viol. Isabelle Pimogué-Pédaros, le programme que vous dirigez avec Nathalie Barandon, je dirais, se décline en plusieurs axes. Pouvez-vous nous les présenter brièvement, s'il vous plaît ? Oui, alors donc, notre recherche s'organise en fait autour de 3 axes principaux, destinés à mettre en évidence les mécanismes de production, d'acceptation, de dénonciation ou au contraire de justification des violences extrêmes en temps de guerre. Alors dans l'axe 1, par exemple, on étudie les contextes, les formes et les enjeux des violences extrêmes. Comment et pourquoi se produisent-elles ? Dans quel environnement politique, militaire et social ? Quels sont les mécanismes de déclenchement ? Ensuite, dans l'axe 2, il s'agit de poser la question des limites, des seuils de tolérance, mais aussi des qualifications d'ordre juridique et moral données à ces actes. Comment les sociétés anciennes ont-elles fait pour circonscrire et neutraliser ces pratiques, par exemple ? En quoi celles-ci ont-elles remis en question les fondements des sociétés qui y ont été confrontées ? Et puis enfin, dans l'axe 3, il convient d'interroger les traces laissées par les violences extrêmes dans les sociétés anciennes. Comment ces sociétés ont-elles fait pour assimiler ces pratiques et leurs effets ? De quelle façon aussi sont-elles parvenues à dépasser les traumatismes et de fait à redéfinir des limites sociétales, à réaffirmer des valeurs ? Et puis autour de ces actes de recherche s'articulent 3 thématiques transversales portant sur l'identité, le sacré et le genre. Donc, des thématiques portées respectivement par Jérôme Vilgaud, Ninon Granger et Giusto Traina. Pour terminer cette émission, je rappelle le titre de l'ouvrage que vous venez de publier et de diriger avec Nathalie Barandon. Il s'agit du numéro 68 de la revue Enquête et Documents, édité par les presses universitaires de Rennes, avec le titre qui fait écho à notre émission d'aujourd'hui, La transgression en temps de guerre, de l'Antiquité à nos jours. Merci à vous, Isabelle Pimogué-Pédaros, pour votre participation. Merci, chères auditrices et auditeurs, de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle émission. Belle fin de journée à tous. Euradio vous a présenté Les Voix de l'Histoire, une émission animée par Bernard Michon. Les Voix de l'Histoire à retrouver en podcast sur euradio.fr.